Licomtech présente Micro-ondes, savourer l'info. Bonjour et bienvenue dans ce 3e numéro de Micro-ondes, le podcast de Licomtech, l'Institut des professionnels de la communication et de l'intelligence économique de demain. Je m'appelle toujours Thibaut Recalde et je suis toujours accompagné par Lynn MP. Bonjour Lynn. Bonjour Thibaut. Parce qu'on ne change pas une formule qui semble marcher, le menu du jour sera composé de mon grain de sel, le billet d'humeur, l'info bouillante, tout ce qui concerne Licomtech pour les 15 prochains jours, un reportage consacré à la junior entreprise et à la gestion de leurs études, les infos pressées et la revue de presse communication intelligence économique par Lynn. Notre plat du jour, notre invité sera Patrice Lemonnier. Après cela, nous nous mettrons à table avec le projet professionnel de la journée santé et bien-être 2012. Lynn nous fera découvrir un peu de culture à emporter avant de nous révéler ce qui se mijote à Poitiers dans les 15 prochains jours, là encore. Et sans plus tarder, notre première chronique, le billet d'humeur. Cette semaine, j'ai mis mon grain de sel dans les habitudes culinaires de mes camarades icomtéciens, et je me concentrerai seulement sur le repas du midi. Cruelle source de dilemme que ce déjeuner en période universitaire. La variété de choix s'offrant aux étudiants dissimule autant d'appâts pour une alimentation plus ou moins équilibrée. Qu'est-ce qu'un étudiant lambda de Licomtech peut s'offrir ? Tout d'abord, il y a la cafétéria de la résidence Gemini, aussi appelée resto universitaire sain. Il y a ensuite le rue du Lac, surnommé rue Gras, où les étudiants peuvent profiter de pizzas, panini et autres opérations promotionnelles comme les hamburgers. Sinon, la zone possède un bar, une sandwicherie et un kebab. Et les plus téméraires et gourmands peuvent prendre leur véhicule et s'offrir un fast-food renommé, qu'il soit rapide, d'origine écossaise ou spécialisé dans le poulet. Tout ceci a bien évidemment un coût, qu'il soit financier ou calorique. Et mes camarades en sont bien conscients. La preuve, les surnoms donnés aux rues. Bien qu'entre nous, le rue Saint peut vite devenir un rue Gras bis, si l'on persiste à passer uniquement au stand grillade. On croirait entendre un habitué. Bref, heureusement, il reste une alternative pour les moins gourmands d'entre eux, c'est d'apporter eux-mêmes leur repas du midi. Ils sont de plus en plus nombreux à agir de la sorte, au grand malheur de nos amis du lac ou de leurs camarades moins vigilants de leur ligne et leur santé. Au vu de ce constat, on comprend sans doute mieux l'incitation de la direction à nous faire faire du sport le jeudi après-midi. Ah car faut bien les évacuer ces pizzas, ces steaks frites et ces panini Nutella. Et parce que l'abus de grain de sel nuit à la santé, je passe tout de suite la parole à Lynn pour qu'elle nous délivre l'actualité bouillante de Licomtech. Aujourd'hui, mercredi 16 novembre à 19h, se tient l'Assemblée Générale, l'association Métis. Objectif, élire le nouveau bureau de l'association. Cette dernière, rappelons-le, a pour mission d'animer un réseau entre les étudiants actuels et anciens du Master et du 2SS Sciences économiques. Nous reviendrons sur la composition du bureau lors de la prochaine émission. Vous l'attendiez tous, le résultat du concours Empreinte lancé dans la précédente émission. Il y avait à gagner une entrée pour 2 personnes pour les rencontres Henri Langlois. Et le gagnant est ni plus ni moins que Joris Vivier de Master 1 Intelligence économique et communication stratégique que nous félicitons. Les 5e débats de la communication ont lieu mercredi 22 novembre à 18h30. Ils se dérouleront à la maison des étudiants et l'entrée sera gratuite. Le thème de cette édition est caricature, contestation, censure, le dessin de presse en débat. Animé par Monsieur Marcon, ce débat accueillera Xavier Gors, dessinateur dans Le Monde et illustrateur du blog Les Indégivrables, Éric Laplace, illustrateur du site Le Placide, spécialisé dans la caricature politique, ainsi que l'historien Éric Baumann. Cet événement sera suivi d'un moment d'échange avec les intervenants. Les débats de la communication sont ouverts à tous. Et je vais terminer avec la sortie du nouveau blog de Vigie. Rappelez-vous, Florentin nous en avait parlé un petit peu la fois dernière. Et ben cette fois-ci, c'est officiel. Aujourd'hui, le nouveau blog de Vigie sort. Donc si vous êtes passionné d'intelligence économique, vous pourrez aller lire, commenter les articles, voire même en écrire vous-même. Et nous allons enchaîner maintenant avec un reportage sur la junior entreprise Licomtech Consultant et leur gestion des études. Et vous comprendrez que pour certaines raisons de confidentialité, les noms des entreprises ont été volontairement censurés. Micro-ondes. Reportage. Qu'est-ce qui se passe à la JE ? Parce que le fonctionnement de Jake, la junior entreprise Licomtech Consultant, vous intéresse sûrement autant que nous, l'équipe de Micro-ondes s'est approchée de ses membres afin de leur poser les bonnes questions. Tout a commencé au pôle développement commercial, dont les missions nous ont été expliquées par Thomas Goubert, Master SMC2. Alors bonjour Thibaut, bonjour à tous. Alors les missions principales du pôle développement commercial sont avant tout en fait de générer du chiffre d'affaires pour la junior entreprise. Ensuite, on peut parler de la prospection client en fait lors des salons, mais également aussi pour les appels d'offres. Le but en fait c'est d'avoir de nouveaux clients. Ensuite, c'est le suivi d'une étude lorsqu'on a un nouveau client ou lorsqu'un client revient voir la junior entreprise. Donc le suivi d'études consiste à recruter les étudiants,
Ensuite, à proposer un devis, donc une proposition commerciale ou propale pour les initiés aux clients. Et ensuite, c'est la gestion des documents administratifs. Également, les membres du pôle du développement commercial font le lien en fait entre le client et l'étudiant, et puis s'occupent en fait finalement de tout ce suivi au sein du pôle développement commercial. Très bien. Quels sont les objectifs de la prospection au salon ? Alors, l'objectif principal, c'est de rencontrer de nouveaux prospects, et finalement qu'ils deviennent nos clients pour la junior entreprise. Mais c'est aussi, en termes de communication, faire parler de la junior entreprise de Ecomtech Consultant pour avoir une visibilité accrue au niveau de ces entreprises. Julie Jotz, étudiante en licence, nous a raconté ce qu'était son rôle lors du dernier salon. Donc mon rôle lors du dernier salon de l'éco-habitat, qui se trouvait sur la Technopole du Futuroscope en septembre dernier, c'était d'abord, avant tout, de faire de la prospection, donc venir voir les différentes entreprises, définir leurs besoins en communication ou en intelligence économique, donc proposer les services de la junior entreprise. Si on ne détectait pas de besoin, on faisait quand même un travail qui était de garder le lien avec l'entreprise, donc pour notre base de données, en distribuant les plaquettes de la junior ainsi que les cartes de visite. Donc au-delà de la prospection, c'était aussi faire connaître la junior entreprise et nos compétences. Nous sommes ensuite allés voir Céline Marais, vice-présidente de Jake et master IE2, pour qu'elle nous parle de la réception des demandes. Alors, en fait, donc les propositions de nos clients arrivent chez Jake, donc soit par email, soit par téléphone. Donc ce sont des personnes qui ont un besoin, qui nous ont trouvé sur Internet ou via des anciens clients, ou via des étudiants le plus souvent. Anciens étudiants qui travaillent actuellement dans des sociétés qui font appel à nous pour certains besoins. Donc ils nous envoient un cahier des charges, une demande, leur budget. On les rappelle derrière pour connaître un petit peu leurs besoins. Est-ce qu'il vous arrive de refuser certaines missions ? Oui, alors tout à fait. On refuse certaines missions, donc des missions qui ne sont pas dans nos domaines de compétences. Par exemple, nous n'avons pas le droit de réaliser des études de marché puisque le marketing et l'analyse stratégique ne sont pas des cours au niveau en fait dans nos cursus. Nous, on est plutôt positionnés sur l'intelligence économique et la communication. Donc, il peut nous arriver de refuser des missions. De même, on refuse certaines missions puisqu'elles sont un petit peu bizarres. C'est-à-dire que le commanditaire souhaite que l'étudiant chargé de mission aille dans son entreprise, téléphone depuis son poste dans l'entreprise, ce qui est totalement interdit. Donc là, on refuse. Gaëlle Guillon, déléguée des Masters SMC1, nous a dévoilé le rôle du pôle qualité dans la gestion des études de Jake. Alors le rôle du pôle qualité au sein de la junior entreprise, donc c'est vraiment avant la réalisation de l'étude. Donc nous, on va vérifier tout ce qui est documents envoyés aux clients. On va vérifier tout ce qui est déontologie, tout ce qui est orthographe, grammaire, si les phrases sont bien construites, si c'est compréhensible, s'il n'y a pas d'erreur dans les dates. Donc voilà, on va vraiment vérifier purement le fond, et parfois on va vérifier aussi la forme, qu'il n'y ait pas d'erreur sur la mise en page, qu'on voit bien toutes les coordonnées. Donc voilà, donc nous on vérifie tout ça, et après on redonne tout au pôle développement commercial qui envoie tout aux clients. Une fois qu'une proposition commerciale est acceptée, l'étude est loin d'être achevée. Mallory Baluto, SMC1 également, et membre du pôle développement commercial, est revenu avec nous sur ce sujet. Alors, une fois que la proposition commerciale est acceptée, l'étape intermédiaire est donc le recrutement des étudiants. Donc pour cela, on organise sur une demi-journée, en fonction du nombre d'étudiants, des entretiens avec le CV donc de l'étudiant intéressé par l'offre. Donc on lui explique dans un premier temps l'offre, on lui présente le commanditaire, on va lui expliquer aussi le déroulé, comment tout cela va se passer, comment l'étude va se passer, et on va aussi écouter ses différentes motivations. Donc nous recrutons principalement les étudiants donc sur leurs motivations et leurs compétences. Afin de connaître les études de la JE sous le meilleur angle possible, nous avons choisi d'interviewer Adeline Gentil-Quentin, M2SMC, à propos de la mission qu'elle a réalisée l'an passé. Donc j'ai réalisé une mission pour la JE l'année dernière, en fait, à partir du mois d'octobre, sur une durée de 4 mois environ. Donc la mission, en fait, ça consistait à rédiger 3 dossiers de presse pour Futur Envoi, donc l'interprète. Et du coup, donc j'étais en charge de rédiger 3 dossiers pour des presses différentes, donc grand public, presse spécialisée et presse étudiante, pardon. Et donc de proposer les dossiers aux commanditaires. Ta mission t'a-t-elle permis de développer de nouvelles compétences ?
En fait, les compétences en relations presse, j'avais déjà pu les développer en stage l'année précédente. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément développé de nouvelles compétences dans le sens pur et dur des outils, mais par contre ça m'a permis en fait de développer mon sens de l'organisation, étant donné que j'étais en charge de gérer le dossier toute seule, donc de rédiger le plan tout d'abord, et après voilà d'organiser mon travail en fait pour rendre en temps et en heure aux commanditaires la mission qui était proposée. Cette année, Amel Aïch, M2I-ECS, a sauté le pas et postulé à sa première mission. Nous avons vu ensemble comment cela s'était passé. Ça se passe très bien. Donc là, je suis en plein dedans. Je travaille avec Florentin. Donc la mission nous plaît, il n'y a pas de problème. Donc en fait, on travaille pour GDF Suez et on est chargé de réaliser une cartographie d'acteurs. Donc qui soulignera en fait la présence sur le web des acteurs tournant autour du secteur de l'énergie, de l'environnement. Donc voilà, ils étaient intéressés par tout ce qui est e-réputation, voilà, tout ce qui est forme d'expression via le web pour ces personnages politiques. Qu'est-ce qui t'a poussé à postuler pour cette mission ? Donc tout ce qui tourne autour du web m'intéresse pas mal et correspond à mon projet étudiant, projet professionnel futur, espérons-le. Et voilà, donc j'espérais par ce biais-là essayer de développer mes capacités et de me faire une expérience supplémentaire en ce qui concerne le web. Maintenant que vous avez mieux compris le parcours d'une étude au sein de Jake, n'hésitez pas à postuler à leurs offres et renforcer vos expériences et compétences. Nous remercions encore une fois les étudiants ayant accepté de jouer le jeu du micro et nous leur souhaitons une bonne continuation dans leur projet. Et maintenant, retour à l'info sur Micro-ondes. Après ce reportage passionnant, détendez-vous avec la musique de Leslie Hunt, titrée American Dream Man, tirée de l'album Your Hair is on Fire. I don't have to worry whether or not you would love me if I just started packing. Baby, wait on my body, 'cause you are the American dream man. Your love is stronger than your need for unrealistic demands. But that's not the end of his good deed. He always smells good like they all should. Keeps his clothes folded up in a drawer. Comes up behind me, kisses my neck as he starts sweeping the floor. Because he is the ultimate clean man. Come on and feast your eyes on this here dying great man. Hands in your pockets, 'cause this one's mine. Did I forget to mention that he instinctively knows just where to be? Focusing energies, ladies, if you know what I mean. Shall we raise up our glasses? Here's to all my dreams come true in the form of an American man. He's got a lot of manly man things to be sure. He brings them all to the table along with gourmet dishes. Whatever my wish is that day, he makes it happen, 'cause he is the American dream man. Come on and pinch your side to see if maybe you're dreaming. 'Cause I have to do it all the time. Just try to find another one that you'll ever have a good time until we have a son. No kidding, but allow me to boast as we race for our toes now. Here's to all my dreams come true in the form of an American man. If you know what I mean, shall we raise up our glasses? Here's to what my friends refer to as a bonus. We're talking grades over bone and his shoulders are plenty wide enough to lean on. And upstairs he's got it going on after all. He's the American dream man. He is the ultimate clean man. Oh, is the American dream man. Ooh.
Tout de suite, retour à l'antenne sur Micro-ondes. Maintenant que vous avez les oreilles reposées sur cette ère de Leslie Hunt, découvrons un peu les infos pressées que nous a choisi Lynn. Et on commence sur le domaine de l'intelligence économique avec le blog Les Échos qui revient sur le Shanghai Competitive Intelligence Forum. Waouh, quel accent. Donc ce forum, qui s'est tenu fin octobre, a accueilli près de 200 participants, dont une délégation française. Celle-ci a été invitée par les organisateurs à l'occasion de la sortie d'un ouvrage en chinois intitulé « Intelligence économique nationale, études comparatives sur les pratiques en France et en Chine », lancé par un groupe de travail regroupant les deux nationalités. Ce rapport sur l'intelligence économique, remis au gouvernement chinois, s'inspire de la politique publique française dans ce domaine. Il semble que le modèle français d'intelligence économique, comprenant une forte implication du gouvernement, intéresse les autorités chinoises. L'IE Made in France s'impose donc dans l'empire du milieu. On reste plus ou moins proche de ce fameux empire du milieu avec une affaire d'espionnage industriel qui concerne l'entreprise Michelin. Le 26 septembre dernier, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a rendu un jugement qui constitue une avancée sans précédent en matière de vol d'informations. Une ancienne employée chinoise des Michelin a été condamnée à 3 mois de prison avec sursis et à 3 000 € de dommages et intérêts pour vol et abus de confiance. La jeune femme a ainsi été condamnée pour avoir copié le fichier client d'une PME dans le but de le vendre à un contact asiatique. Jusqu'alors, le vol d'informations n'était condamné que lorsque les données étaient dérobées sur un support matériel, type CD-ROM. Aussi, la décision du tribunal est inédite. Dis-moi Lynn, est-ce que comme chaque année, le magazine Stratégie a fait son classement des agences liées à la communication ? Tout à fait, cette année, les entreprises sont encore classées selon leur chiffre d'affaires 2010. On trouve, sans grande surprise, le groupe Publicis en première place. Les e-com-tessiens pourront y puiser quelques idées de stage, car il n'est jamais trop tôt pour y penser. Et pour terminer cette revue de presse, saviez-vous qu'un senior sur 5 est présent sur les réseaux sociaux ? Dont 70% depuis moins d'1 an. Près de 80% y voient l'occasion de communiquer et d'entretenir leurs relations sur Internet. 37% y trouvent des informations intéressantes. Un tiers des idées de sortie. 30% comptent sur ces réseaux pour rencontrer de nouvelles personnes. Et 29% s'y rendent pour occuper leur temps libre. Après maman, mamie est votre prochaine amie. Et maintenant, rejoignons sans plus tarder notre invité, Patrice Lemonnier. Oui, bonjour, je suis Patrice Lemonnier, directeur de l'agence de communication régionale du groupe La Poste, donc pour le Poitou-Charentes. J'ai 39 ans et communicant depuis 14 ans. Alors, vous avez dit que vous dirigez une agence de communication qui est inscrite dans La Poste. Qu'est-ce qui différencie donc la NCI d'une agence de communication classique ? La NCI est une agence de communication interne qui fait partie de la direction de la communication du groupe et fait également partie d'un réseau de 18 agences en France, à peu près une par région. Donc je dirige l'agence de Poitou-Charentes. Sa particularité, c'est à la fois d'être l'antenne régionale de la direction de la communication du groupe et en même temps d'être une agence de prestation de communication interne, c'est-à-dire à destination des communicants des autres métiers et filiales du groupe dans la région. Donc comment fonctionne la NCI ? Donc la NCI Poitou-Charentes, c'est une équipe de 7 personnes, un pôle projet et publication, composé de 5 personnes avec à sa tête une directrice de projet, et 2 attachés de presse, qui ont bien évidemment pour mission d'assurer l'ensemble des relations de presse pour tous les métiers et le groupe dans la région. Alors, l'agence est au service à la fois de ces métiers sur des prestations comme les relations presse, je l'ai déjà dit, l'événementiel, la réalisation d'éditions au sens large, donc ça va de la publication à la création de plaquettes, et évidemment la partie création de documents, j'irai pas jusqu'à publicitaire quand même, mais nous avons un studio intégré qui est pour nous installé à Bordeaux et qui réalise en interne une fois de plus l'ensemble des créations graphiques. Quel était votre parcours avant de devenir directeur de la NCI ? Alors en chiffres clés, ça donne 14 ans d'expérience, 6 entreprises différentes, 3 secteurs d'activité et 4 régions. Alors pour détailler un peu plus, j'ai une formation 100% communication puisque j'ai à la fois un BTS communication et en même temps un bac plus 4 de sciences com en spécialisation audiovisuelle et multimédia. J'ai d'ailleurs commencé dans l'audiovisuel en tant que chargé de communication chez Disney Channel, avant d'intégrer une école d'ingénieur en informatique, d'abord en tant que chargé d'événements, puis responsable de communication pour le groupe, puisque cette école comportait 2 sites distants et donc composait un groupe de formation auprès d'ingénieurs en informatique. Donc rupture d'environnement, on va dire, entre l'audiovisuel et les ingénieurs,
pour ensuite travailler dans le domaine culturel auprès d'une mairie, puis basculer en tant qu'attaché de presse et directeur de la communication adjoint d'un conseil général. Ensuite, je suis devenu directeur de la communication du conseil général de la Corrèze avant d'arriver au groupe La Poste en tant que directeur de l'agence. Donc vous voyez, un parcours qui mixe à la fois le monde des médias, de l'enseignement, des collectivités territoriales, avant d'intégrer une entreprise de service public qui relie finalement un peu tout ça, puisque nous sommes à la fois de culture administrative avec la notion de service public vraiment ancrée dans notre culture, et en même temps une vraie entreprise de service à destination des entreprises et du grand public, et qui pour ces aspects-là se rapproche plus du secteur privé. J'ai juste une dernière petite question sur le sujet. Depuis combien de temps êtes-vous en poste comme directeur à la NCI ? Je suis directeur de l'ANCI depuis septembre 2008, donc ça fait maintenant 3 ans. Alors maintenant, on va parler de votre poste en tant que vice-président de l'association Réseaucom 86. En quoi consiste-t-il ce poste ? Alors, on va dire que c'est moins un poste, puisqu'on est dans une structure associative, donc en fait on est plutôt dans des prises de mission, on va dire, et à ce titre, donc je suis vice-président de l'association des communicants de la Vienne, avec une mission qui tourne autour du développement, c'est-à-dire d'essayer de regarder en perspective ce qui peut amener à être créé, développé au sein de l'association pour favoriser son développement, ses activités auprès de ses adhérents, et également la valorisation de la fonction communication qui est aussi une des ambitions de l'association. Parallèlement, en tant que membre du bureau comme tout autre, je suis aussi chargé d'organisation de certains événements et notamment de certaines matinées de la communication, dont la prochaine aura lieu le mardi 22 novembre, notamment autour du mix papier numérique. Et à ce titre, donc j'organise la matinée, cette fois-ci en partenariat avec le SPN, donc dans sa constitution, dans l'organisation, préparation du tour de table et également jusqu'à l'animation le jour J de la matinée en question. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre cette association ? Alors plusieurs raisons. J'ai déjà, de par mes fonctions, une culture réseau assez importante. Dans mes précédentes fonctions, j'ai déjà fait partie d'autres réseaux de communicants. J'en ai même créé moi-même, parce que quand j'étais en poste en Mayenne, par exemple, j'avais créé l'association des anciens de Sciencescom. Donc la culture du réseau chère à Christian Marcon, voilà, je la cultive également et c'était important pour moi en arrivant à la fois dans une nouvelle fonction au sein du groupe La Poste et en même temps sur un nouveau territoire puisque je découvrais aussi la Vienne. C'était important en termes d'ouverture d'esprit, de partage d'expérience et aussi de valorisation de la fonction communication, puisque c'est aussi une question qui m'est chère, de pouvoir rejoindre ce réseau, de pouvoir échanger avec mes pairs sur le territoire, et bien évidemment aussi pouvoir rencontrer des gens et me faire un réseau en Vienne. Quels sont les grands projets de cette année pour le Réseaucom 86 ? Alors notre première ambition, et nous essayons de la tenir depuis maintenant 2 ans, c'est de tenir un certain nombre de rendez-vous réguliers. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir amener à nos adhérents et proposer à nos adhérents un rendez-vous par mois. Alors nous avons tenu l'engagement jusqu'à présent, nous allons encore essayer de tenir ce rythme sur toute cette saison, puisque nous fonctionnons également en année universitaire, de septembre à juin. Donc nous avons 10 rendez-vous de programmés ou pré-programmés à venir sur cette saison. Et on va dire notre événement phare de la saison pour nous, et qui est aussi le plus lourd en organisation, c'est les rencontres de la com que nous organisons traditionnellement en mars. Et là, nous travaillons en collaboration efficace avec l'Icomtech et ses étudiants qui viennent nous apporter un coup de main plus que nécessaire à cette organisation lourde, mais qui est importante aussi pour le monde de la communication dans le département, puisqu'elle est fédératrice. L'année dernière, on a attiré quand même plus de 200 personnes sur ce rendez-vous. Et donc, c'est un rendez-vous qui commence vraiment à s'installer dans le paysage du département, et c'est important que nous continuions à le tenir avec le même niveau de qualité. Alors maintenant, on va aborder l'autre Patrice Lemonnier. Est-ce que vous avez une passion ou un hobby ? Oui, alors je vais faire celui qui n'a pas du tout préparé l'entretien, mais je vais faire une réponse un peu décalée. C'est-à-dire que je vais répondre la curiosité. La curiosité parce que je suis assez friand d'art notamment, et je trouve que c'est une bonne porte d'entrée sur non pas simplement une culture de l'esprit, mais plutôt la culture d'un état d'esprit.
dans le sens où le rapport à toute œuvre nécessite une forme d'ouverture d'esprit et de pas en avant pour essayer de comprendre la démarche de l'artiste, que ce soit sur des œuvres antiques, de la Renaissance ou contemporaines. Et c'est une démarche qui, à mon sens, se rapproche plutôt de la définition que je me fais du rôle du communicant dans sa fonction, c'est-à-dire cette capacité à comprendre l'environnement dans lequel il travaille, et en même temps de pouvoir réussir à appréhender l'ensemble des données qui se trouvent dans son environnement pour lui, in fine, apporter sa propre lecture du monde dans lequel il se trouve. Et je trouve que ce rapport à l'art se décline assez bien aussi avec cette fonction de communicant. Et donc je le pratique en dehors effectivement de mes heures de travail, et je l'applique aussi à tout autre domaine, parce que ça peut être effectivement la peinture comme la musique ou la lecture. C'est un domaine assez large. Et c'est une qualité que je conseille vivement de cultiver lorsqu'on est communicant, la curiosité. Du coup, comment conjuguez-vous votre emploi, vos responsabilités associatives et votre vie personnelle? Voire même, est-ce que vous auriez une recette miracle? C'est une question importante parce que je pense que ce sont des domaines qui se cultivent les uns les autres. C'est-à-dire, je pense sincèrement qu'on ne peut pas être performant dans sa vie professionnelle si on n'a pas une forme d'équilibre dans sa vie personnelle, et inversement. Alors là, c'est facile à dire jusque-là, mais c'est important de savoir placer le curseur, et en l'occurrence donc de faire des choix de temps à autre entre ces deux pôles d'équilibre, on va dire, plus les activités annexes bien évidemment. Mais c'est un équilibre à trouver parce que chacun nourrit les autres. Donc il y a forcément des choix à faire, il faut savoir s'organiser, et en même temps, à travers cela, savoir faire confiance aussi dans le monde professionnel, moi en tant que directeur d'agence, donc faire confiance à son équipe pour déléguer et leur confier des missions en toute confiance. Dans les activités associatives, on est plutôt sur le domaine de la co-construction. C'est-à-dire, on fait des choses ensemble, et donc on arrive à produire des choses qui peuvent paraître assez importantes, et en même temps, cette co-construction facilite de faire des choses de cette dimension-là quand on le fait à plusieurs. Et dans la vie personnelle, c'est faire confiance à son entourage pour apporter toute la dynamique nécessaire justement à trouver cet équilibre interne qui produit ses effets jusque dans ses relations externes. Proposerez-vous un stage aux étudiants de l'Icomtech? Si oui, de quelle nature? Alors, étant donné mes relations avec l'Icomtech, puisque j'ai déjà eu 2 personnes embauchées dans mes équipes, déjà pris plusieurs fois des stagiaires, je considère que l'Icomtech est une bonne ressource de compétences pour mon agence. Et bien évidemment, y compris sur mes dernières expériences, je souhaite la prolonger. Et donc, en fonction effectivement des périodes de stage qui sont celles des étudiants de l'Icomtech, nous sommes toujours très contents de pouvoir proposer des stages. En ce qui nous concerne, on est plutôt sur des fonctions de chef de projet communication. Là, il s'agit d'accompagner les chefs de projet en place sur des lots de travaux à l'intérieur des missions plus ou moins importantes qu'on nous confie, avec l'idée, si possible, de pouvoir avoir une montée en puissance tout au long de la période du stage et de confier des choses de plus en plus importantes. Parce que ça correspond aussi pour nous, à la fois au sein du groupe La Poste et dans notre projet d'entreprise au sein de l'NCI en particulier, à notre volonté aussi de pouvoir apporter notre contribution à la formation. C'est un peu notre contribution sociétale, on va dire. Donc de pouvoir favoriser la formation de nouveaux professionnels en communication et à travers cela leur favoriser l'accès au monde de l'entreprise dans leur futur travail. Donc ce serait un stage qui s'adresserait plutôt à quelqu'un qui est en train de finir sa licence, ou plutôt un master, quelqu'un de communicant, ou même quelqu'un qui viendrait d'IE? Sur cette question, je suis assez ouvert. À vrai dire, j'ai pas un profil type. L'essentiel pour nous est surtout d'avoir des gens qui sont motivés, qui ont envie de faire, et forcément intéressés par la communication, parce qu'en l'occurrence, notre cœur de métier est quand même là. Donc évidemment, si c'est quelqu'un qui est en IE, il n'y a pas d'a priori sur le sujet. Si c'est une personne qui a un projet particulier et dans lequel peut s'inscrire cette logique de stage, parce que je pense aussi que c'est important pour accueillir un stagiaire que non seulement ça réponde à nos besoins, mais que aussi ça réponde aux besoins de l'étudiant en question.
Je le sais suffisamment pour l'avoir expérimenté que la stratégie des stages pour les étudiants est très importante. C'est-à-dire, je crois que plus on a tôt un projet professionnel évident, ça permet d'orienter ses recherches de stage vers des choix d'entreprise, de secteurs d'activité et de missions à l'intérieur de ces entreprises qui permettent de commencer à construire son propre parcours professionnel et de faciliter ensuite l'atteinte à ses objectifs. Donc j'espère que le message sera passé auprès de nos camarades. Merci encore une fois d'avoir participé à cette interview, d'avoir joué le jeu du micro, et à bientôt en tant qu'auditeur. Et en attendant de découvrir la troisième et dernière partie de Micro-ondes, découvrez la musique de Sean Fournier, intitulée Holding the Hand of the Hurricane, tirée de l'album Oh My. Ça s'écoute maintenant. Retour à l'antenne sur Micro-ondes. Après cet ouragan musical de Sean Fournier, mettons-nous à table avec le projet professionnel Journée Santé et Bien-être 2012. Micro-ondes. Reportage. Une des particularités des projets professionnels est leur grande variété de sujets. D'année en année, certains émergent, parfois insolites, parfois divertissants. Parmi les thèmes les plus attractifs de cette année se trouvait le projet Journée Sport et Bien-être, commandité par le service de médecine préventive et de promotion de la santé de l'Université de Poitiers. Ce projet regroupe 5 étudiants de licence et de SMC, dont Caroline Poitiers, en 2e année du master. En sa qualité de chef de projet, elle va nous expliquer les objectifs de cette journée. Donc il existe en fait, il y a plusieurs objectifs pour cette journée. Donc d'abord, il faut savoir que la journée, elle va mettre en place de nombreux ateliers sportifs. Le but étant de faire découvrir ou redécouvrir des sports qui peuvent être pratiqués à l'université, mais aussi sur Poitiers. Et aussi des ateliers bien-être qui serviront notamment pour la gestion du stress, la relaxation, etc.
Donc l'objectif principal est de faire adhérer les étudiants d'université de Poitiers à la pratique d'une activité sportive ou d'une activité de bien-être régulière pour en fait pouvoir donner une importance à la réussite des études. Donc en fait la médecine préventive, donc qui sont nos commanditaires, elle mise en fait dans cette action l'objectif de faire comprendre que les étudiants qui sont en forme auront donc avec une bonne santé physique, avec une bonne santé morale, réussiront mieux leurs études. Est-ce qu'il s'agit d'un événement récurrent ? Donc pour l'instant, c'est la première année en 2012 que se fera cet événement. Donc l'événement n'est pas encore récurrent, mais nous aimerions que l'événement se pérennise d'année en année et qu'il soit pourquoi pas poursuivi par une équipe de l'Icomtech tous les ans afin de finir l'événement en cours et de commencer le nouvel événement. Sébastien Beneteau, étudiant en licence, nous a détaillé ses missions dans le projet. Alors, mes missions dans les communications, je les partage avec Caroline. C'est tout ce qui concerne la communication du projet, donc tout ce qui va être charte graphique, concevoir les visuels, les affiches, les noms, les slogans, tout ça. Alors, bien sûr, comme on est tous étudiants en communication, on sollicite toute l'équipe. Mais avec Caroline, on fait un premier travail avant de leur présenter et de leur soumettre. Et quelles sont tes différentes expériences précédentes en matière de communication ? Alors avant, j'ai fait un DUT technique de commercialisation à La Rochelle et j'ai participé à un projet tutoré qui organisait le Printemps des Poètes et je m'occupais au sein de ce projet de toute la partie communication auprès des étudiants. Donc, c'était un gros travail, donc communication sur les supports des affiches, sur Internet, tout ça. Le but, c'était justement d'attirer les étudiants à la poésie, ce qui est assez difficile. Et ensuite, j'ai fait un stage en e-communication dans une agence web qui gère la publicité sur Internet. Et donc j'ai pu renforcer toutes ces connaissances sur le web et la communication en général. Davy Seguin, en Master 1, est revenu avec nous sur la mission du pôle événementiel. Donc au sein de notre groupe, on a affecté chaque membre à un pôle. Donc avec Laura, on forme le pôle organisation avec plusieurs missions. Donc tout d'abord, il y a la veille internationale et nationale, puisque différents événements ont déjà été organisés dans d'autres universités ou organismes. Donc ensuite, on procède à l'analyse des résultats, c'est-à-dire qu'il faut faire un compte-rendu de ces manifestations et voir les choses à améliorer. Ensuite, on a une première recherche de bénévoles en partenariat avec les associations étudiantes de la fac de sport, donc la FSS. Et enfin, on procède à une première programmation de la journée pour ensuite la faire valider par le comité de pilotage. Et où en êtes-vous de l'organisation de l'événement ? Donc aujourd'hui, il y a la veille qui est terminée. Donc on s'est rendu à Tours, par exemple, avant les vacances pour voir une manifestation qui était la journée Sport Campus. Et on essaye de s'attaquer à une première programmation de la journée pour la faire valider à notre prochaine réunion. Une des difficultés de l'organisation de cet événement est qu'il se déroule en octobre 2012. Laura Prévost, en Master 1, a répondu à la question de savoir comment se déroulerait le projet en fonction de cette contrainte. Donc effectivement, l'événement se déroulera en octobre 2012. Cependant, sachant que ce dernier sera tout nouveau, tout est à créer et tous les acteurs sont à mobiliser. Donc c'est pourquoi il n'est franchement pas trop tôt de s'y mettre à présent compte tenu de tout ce qui doit être fait pour le jour J et du temps qu'il est nécessaire d'avoir pour toutes les démarches. Nous allons donc tout préparer, imprimer et organiser pour que nos successeurs puissent mener à bien la fin du projet et donc son aboutissement. C'est pourquoi le dossier de passation qui devra être prêt pour avril 2012 aura son importance pour la suite. Et du coup, est-ce que l'ensemble de l'équipe sera présent l'an prochain ? Donc l'ensemble de l'équipe ne sera certainement pas présent puisque par exemple notre chef de projet Caroline aura terminé son cursus de formation à l'Icomtech. Cependant, j'espère que les autres seront là lors de l'événement, même si celui-ci ne sera peut-être plus notre projet professionnel pour 2012-2013. Néanmoins, l'un d'entre nous reprendra le projet en septembre prochain afin de suivre la continuité de l'événement. Pour terminer le tour des questions à l'équipe, Pauline Bourgine, en licence, nous a parlé des partenaires de l'événement. Alors oui, nous avons déjà pris contact avec certains de nos partenaires. Donc déjà, nous avons des relations avec le service communication de l'université pour tout ce qui concernera les impressions, pour les affiches et les flyers notamment. Ensuite, on sait déjà qu'on aura des aides du fonds de l'université par le FSDIE, donc qui est le fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes. Et on aura aussi des fonds par la ville de Poitiers. Donc on va aussi faire des démarches auprès de partenaires extérieurs, donc comme des magasins de sport comme Decathlon par exemple.
Et on va aussi avoir des partenaires pour les activités de bien-être, donc qui seront des professionnels. La journée Sport et Bien-être 2012 est donc bien un projet à plusieurs facettes qui aborde tour à tour la communication d'un événement, son organisation et les relations avec des partenaires. Il ne nous reste donc plus qu'à patienter jusqu'au mois d'octobre pour apprécier leur travail, et d'ici là, l'équipe de Micro-ondes leur souhaite une bonne continuation. Et maintenant, retour à l'info sur Micro-ondes. Le sport c'est bien, la culture aussi. C'est l'heure de la chronique Culture à emporter, une chronique à partager entre amis, avec Lynn et son invité du jour. Je suis en compagnie de Emmanuel Chartier, Master 2 IECS, qui a vu le film Poulet aux prunes, un film de Marjane Satrapi et Vincent Paronneau. Donc ce film est sorti en salle le 26 octobre. Emmanuel, quelle est l'intrigue du film ? Donc en fait, l'histoire se passe à Téhéran, en 1958. C'est l'histoire d'un violoniste en fait très connu. Et finalement, le film nous apprend un peu son passé, son futur, son présent. Personnellement, je n'aime pas trop raconter les intrigues du film. Je trouve que ça spoile complètement les intrigues, donc je n'en dirai pas beaucoup plus. Mais c'est tourné un peu comme un conte. Donc dans le film, il y a Édouard Baird qui en fait est le conteur. Donc on a sa voix en fond. Et le personnage principal est joué par Mathieu Amalric, qui joue le personnage de Nasser, donc un violoniste très connu. Et donc voilà, on apprend un peu son épopée, son histoire, ce qui lui est arrivé. Emmanuel, pourquoi as-tu souhaité voir ce film en particulier ? Donc en fait, moi, j'avais vu Persépolis de Satrapi il y a, je crois, 1 ou 2 ans. Je sais plus exactement la date de sortie de Persépolis. Et j'avais trouvé vraiment ce film très étonnant, en plus avec tout l'univers de Satrapi que j'aime beaucoup déjà en BD. Et là, en fait, c'était l'occasion de se retrouver dans l'univers qu'elle a l'habitude de construire et en même temps de changer puisqu'elle a décidé de faire un film cette fois et pas un film d'animation. Donc en fait, moi, rien qu'avec le nom du réalisateur et sans savoir même de quoi ça parlait, j'étais très attirée par ce film. Persépolis est sorti en 2007. Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence entre donc un dessin animé finalement et là un film avec des acteurs de chair et d'os ? Alors en fait, la différence est effectivement flagrante puisque là on a donc des acteurs, un film vraiment comme on a l'habitude de le concevoir et par rapport à un dessin animé. Mais Marjane Satrapi a quand même gardé son univers, c'est-à-dire qu'il y a dans ce film un mélange avec le dessin, le décor que je qualifierais un peu de carton-pâte et aussi quelques effets spéciaux. Donc en fait, c'est tout un mélange. Souvent on va m'excuser pour mon anglicisme, mais les backgrounds sont en dessin, donc ça donne vraiment un mélange très particulier que j'avais jamais vu encore dans un film. Et on retrouve par là l'univers de Satrapi. D'autant plus qu'il y a des petites scénettes dans le film qui sont entièrement en dessin animé. Donc là où on voit vraiment, on retrouve le style de Persépolis. Et ça, c'est vraiment sympa. Est-ce que tu le conseilles aux écomtéciens ou est-ce que c'est un film plutôt à regarder à la télé quand il passera sur on ne sait quelle chaîne ? Donc moi, c'est vraiment un film que je recommande à voir au cinéma parce qu'en fait, il y a vraiment un univers visuel très intéressant. Et sinon, même l'histoire est vraiment marrante et à la fois émouvante. Les acteurs sont remarquables. Il y a Cara Massolani qui est absolument géniale. Il y a évidemment la voix d'Édouard Baird, donc son charisme passe à travers sa voix, donc pour toutes les filles qui aiment Édouard Baird. et donc oui, je le conseille, vraiment c'est un moment agréable. Et c'est quelque chose d'étonnant qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors, merci beaucoup Emma pour toutes ces informations. À savoir, donc le film passe encore au TAP jusqu'à fin novembre. Donc à toutes les personnes que tu auras réussi à convaincre, bon film. Convaincu ou pas, à vous de faire de votre choix, et il en va de même pour tout ce qui se mijote à Poitiers en ce moment, et c'est Lynn qui va nous raconter ça. Chaque année, les rencontres internationales Henri Langlois proposent une sélection de films de la jeune création internationale. Cette année, la 34e édition se déroule du 2 au 11 décembre. Une occasion de découvrir des réalisateurs aux prémices de leur art, ou de voir des films qui ne seront pas distribués en France. Tout se passe au cinéma du TAP, place d'Armes. C'est difficilement immanquable vu la campagne d'affichage qu'il y a dans les rues de Poitiers, notamment pour ceux qui utilisent les transports en commun. Il s'agit du festival OFNI. Alors, explique-nous un petit peu de quoi il s'agit, ma chère Lynn. Ce festival nyctalope et mélodique de films, concerts, performances, ateliers, salons d'éditeurs et expositions se déroule du 16 au 20 novembre.
De nombreux acteurs culturels de la ville de Poitiers participent à ce festival pour le moins étrange. Et quoi de mieux pour finir une journée passée au Festival OFNI que faire un tour dans un bon bar, à savoir le Carré Bleu. Jazz à Poitiers est une association qui propose de nombreux spectacles dans le bar Le Carré Bleu. Comme son nom l'indique, Jazz à Poitiers propose une programmation régulière de jazz actuel et de nouvelles musiques improvisées. Une quarantaine de concerts d'octobre à juin. Des musiciens et des groupes locaux, régionaux, nationaux et étrangers. Les prochains concerts, le 22 et 24 novembre. Merci beaucoup Lynn, et vous l'aurez compris, chers auditeurs, sortez. Mais ne sortez pas tout de suite de ce podcast, il y a encore 2-3 petites choses à dire avant de terminer. Tout d'abord, on vous rappelle qu'il est très important pour nous que vous nous fassiez part de vos commentaires, qu'ils soient positifs, qu'ils soient négatifs, même si on espère qu'il y aura plus de positifs que de négatifs, que ce soit sur les réseaux sociaux, comme Facebook ou Twitter, mais aussi par mail à webradio@icomtech.fr. Nous vous rappelons que nous sommes aussi toujours friands de propositions de musique libre de droit, que vous en soyez l'auteur ou non. Et enfin, si vous allez ou vous comptez faire une sortie culturelle intéressante, que ce soit du cinéma, du théâtre ou toute autre activité du genre, n'hésitez surtout pas à venir nous en parler, afin de passer dans la chronique Culture à emporter, comme l'avait fait Jonathan pour la première et comme l'a fait aujourd'hui Emmanuel. Sur ce, nous vous disons à la prochaine. Donc ce sera le 30 novembre, ce sera l'émission numéro 4, avec un thème particulier, je crois, Aline. On va tâcher de vous faire voyager avec ce thème exotique qu'est l'international. Eh bien, si vous avez hâte d'entendre ça, nous, on a hâte de le réaliser. Nous vous disons à bientôt. Je te remercie encore une fois, Lynn, de m'avoir accompagné dans ce podcast. Merci Thibaut. Nous remercions encore une fois tous les participants à ce numéro 3 de Micro-ondes. Et on vous dit à très bientôt, à dans 2 semaines, le 30 novembre, pour le numéro 4 spécial international. C'était Micro-ondes, savourer l'info. À bientôt.